Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro Copotique sur votre groupe média Top 243 News. Nous allons parler avec M. Christian Moleka, politologue de la RDC, autour de la dernière rencontre entre le président Tshisekedi en Angola, dont la présidence angolaise a annoncé sur le probable rencontre entre le gouvernement de la RDC, mais également le mouvement du 23 mars M23. Et pour ce faire, nous allons analyser ensemble. Maître Christian, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, nous portons très bien, ça va. Vous faites les tours du monde médiatique? Bon, on essaye tant soit peu d'apporter notre contribution au débat public. Et à chaque fois qu'on nous associe à la réflexion, nous venons comme ici à apporter notre petite contribution. Aujourd'hui, Copotique vous invite, qui sera diffusé sur Top 243 News, la situation politique de la République du Congo. Le monde consomme vos analyses par rapport avec ces analyses qui demeurent toujours objectives. Quel est votre point de vue sur la situation entre la RDC et les mouvements du rebelle des M23? Bon, l'année a commencé un peu plus vite. On a commencé avec l'escalade, d'abord l'escalade verbale entre notre président et le président Kagame, puis l'escalade militaire sur le terrain qui a conduit à la chute des villes de Goma et de Bukavu, et puis la bataille diplomatique, puis même numérique et médiatique, où le Congo a quand même gagné des points dans la bataille médiatique et diplomatique en changeant la perception des états clés sur la question. On peut quand même constater l'évolution des pays majeurs comme la France, les États-Unis, la Chine, la Grande-Bretagne sur le conflit congolais et leur positionnement vis-à-vis du Rwanda. Donc il y a quand même eu diplomatiquement des avancées. Mais en toile de fond, la résolution 2073, comme d'ailleurs les résolutions au niveau régional, sont revenues sur la nécessité d'avoir des dialogues avec toutes les parties prenantes. Et le président angolais a annoncé les couleurs en annonçant déjà depuis hier des négociations directes entre Kinshasa et les M23. Même si Kinshasa a pris acte en tentant de nuancer, en revenant sur le processus Nairobi, mais le go est lancé. Il faut lancer des pourparlers avec les différentes parties prenantes. Et je crois que Luanda hier a lancé les choses. On verra dans les jours à venir quel cadre ça va prendre. Parce que Kinshasa revient davantage sur les formats. Donc l'option est élevée, mais c'est sur le format que Kinshasa revient. Donc on verra dans les jours à venir quel cadre l'Angola va proposer pour que ces pourparlers puissent se lancer. Aujourd'hui, on déplore toujours la prise des paroles du président Tshisekedi en public, notamment la question autour des lignes rouges à ne pas franchir sur le débat entre le gouvernement central de la RDC ainsi que le rebelle du M23, lorsqu'on nous rappelle de la question de l'accord de Luanda et Nairobi. Comment on fait la différence pour différencier ça? Est-ce que l'accord de Nairobi est celui qui devait permettre à rencontrer directement le dialogue avec les M23 ou bien avec le gouvernement rwandais, ou bien celui des Rwanda renvoyé, de l'Angola plutôt, renvoyé à dialoguer directement avec les M23? Quel est le parallélisme, faites-vous, entre ces deux accords-là, de Nairobi et puis de Luanda? Bon, déjà sur la rhétorique du président, parce que vous avez commencé par parler rhétorique, il est toujours conseillé en diplomatie, en négociation, de ne jamais fermer les portes. Et l'expression consacrée, c'est de maintenir les portes entrouvertes. Parce que lorsque vous avez une position, je dirais, des raideurs, c'est-à-dire une position extrémiste, quand il vous faudra quitter votre position extrême pour aller vers l'autre extrême, vous ferez du 360 degrés. Alors que lorsque vous êtes au centre, pour aller vers l'autre extrême, vous faites un pas. Et donc le choix stratégique de construire un discours extrême est un choix délicat parce que quand il vous faudra reculer, tout le monde verra que vous faites un revirement à 360 degrés. Ça, c'est de 1. De 2, cette stratégie du discours présidentiel n'a pas commencé en janvier. Cette stratégie a été huilée pour la campagne électorale. C'est une stratégie qui a été mise en place depuis les élections de 2023.
J'ai fait un article sur ça qui a été publié dans Congo Afrique, où je démontrais que la stratégie de la communication négative, c'est comme ça qu'on l'appelle, la communication négative qui a été construite pour les élections, parce qu'il s'agissait de construire un discours souverainiste, belliciste, contre l'ennemi et indirectement contre les candidats de l'étranger. Ces discours-là réduisaient les marges diplomatiques parce qu'ils renforçaient l'escalade verbale et donc nous prédisposaient à aller vers où nous sommes allés aujourd'hui. Bon, malheureusement, l'article a été publié, je ne sais pas si les gens l'ont lu, mais c'est des réflexions que nous avions commencées depuis 2023. Donc c'est une dynamique qui s'est construite et qui est malheureusement a réduit les marges diplomatiques pour le pays. Concernant maintenant les processus de Luanda et de Nairobi, c'est que dans la recherche des solutions, il y avait deux volets. Il y a un volet Congo-Rwanda, donc un volet bilatéral, où le Congo devait travailler à la désescalade verbale et à la normalisation des relations avec le Rwanda. C'est ça les processus de Luanda, qui visaient cela, un rapprochement, désescalade, normalisation des relations entre les RDC et le pays, le Rwanda. Puis il y avait un processus qui devait prendre en charge tous les groupes armés intérieurs. C'est ça le processus de Nairobi. Okay. Donc on avait un volet intérieur où toute la problématique des groupes armés était réglée et un processus, je dirais, régional où les deux pays se parlaient, donc le processus de Luanda. Ces deux pieds-là devaient marcher ensemble. Malheureusement, Nairobi s'était bloqué, très tôt d'ailleurs, les processus s'étaient arrêtés, il ne restait que Luanda. Et donc, le 1-23 n'avait plus de cadre où on pouvait répondre à leurs préoccupations à l'absence de Nairobi. Tous les groupes armés qui avaient rejoint le processus de Nairobi, notamment le groupe Mai Mai, ont plus tard rejoint la dynamique gouvernementale à travers la mise en place de ce qu'on appelait les forces de défense. Et donc, à un moment donné, la problématique 1-23 était restée pendante. L'Angola avait déjà tenté à l'époque de ramener le 1-23 dans Luanda. Rappelez-vous, le 15 décembre, sur la tripartite a bloqué. C'est parce qu'il y avait déjà une démarche pour réintroduire le 1-23 dans Luanda. C'est Kinshasa veut refuser en parlant justement de lignes rouges. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un schéma pratiquement où nous retournons à ce processus où le 1-23 est pratiquement ramené à Luanda. Il faut aussi rappeler que le sommet EAC-SADC avait parlé de fusion de Luanda et de Nairobi. Et donc, probablement, on est en train d'assister soit à une démarche de fusion, soit à un renouvellement de la volonté de l'Angola, qui était de ramener 1-23 à Luanda afin de lui donner un cadre de discussion. Alors, M. Christian, on voudrait savoir, d'autant plus que vous disiez qu'il va falloir fusionner, n'est-ce pas, ces processus pour qu'on ait un seul. Est-ce que... c'est que les sommets extraordinaires EAC-SADC avaient dit. Est-ce qu'on va assister à cette rencontre, le gouvernement de la RDC et le 1-23 sans le Rwanda? Ou bien il va falloir qu'il y ait les trois parties avec celui qui sera comme arbitre la République d'Angola? C'est une question pertinente. L'Angola a dit que dans les jours à venir, ils vont proposer la démarche. Donc nous ne vont pas anticiper sur la démarche angolaise. Quoi qu'il en soit, la tripartite RDC-Rwanda demeurera. Mais dans cette tripartite-là, s'ajoutera probablement le cahier de charge du 1-23. Et donc, c'est à l'Angola de proposer quel type d'approche et de démarche il met en œuvre. Et je crois que même si vous lisez le communiqué de Kinshasa, Kinshasa a pris acte, mais attend la démarche. C'est ça qui va clarifier quel type de format nous allons avoir. Alors, pour quitter la question de la RDC pour aller peut-être ailleurs, M. Christian, comment le départ du président Tshisekedi en Angola n'a pas suscité hors caméra, et on apprendra juste par les tweets de son porte-parole, Mme Tina Salama, que le Congo prend acte la proposition ou l'initiative du président Joël Lorenzo? Bon, déjà parce que c'était un voyage très court qui s'est fait d'ailleurs très discrètement. Et deuxièmement, c'est parce que c'est l'Angola qui a communiqué. C'est pas le Congo qui a communiqué en premier, c'est l'Angola qui a communiqué en premier et qui a mis la communication congolaise devant un fait accompli.
Est-ce l'Angola a communiqué, sachant que Kinshasa a tendance à se rebuffer et qu'il fallait nous mettre devant les faits accomplis, de sorte que Kinshasa ne veut plus se rebuffer? Ou est-ce que l'Angola a sous-traité parce que Kinshasa a estimé que si Kinshasa communiquait, ce serait très lourd pour révéler sa position et que c'est mieux que ce soit l'Angola qui communique pour que Kinshasa ne se dise pas. Donc c'est aussi un choix. Mais ce qui est vrai, c'est l'Angola qui a communiqué en premier et nous n'avons que fait que subir ou accompagner la communication angolaise. Cette affaire reste à venir et à comprendre avec vous, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Il s'agissait de M. Christian Moleka qui est venu analyser la situation de la RDC sur la crise qui sévit pendant des décennies. Cette fois, nous allons quitter d'abord ce stade ici et nous allons nous rendre aux USA autour de cette humiliation qui a eu lieu au début de ce mois de mars entre Donald Trump, Zelensky, l'Union européenne, ainsi que tant d'autres pays de la région d'Amérique. Bon, c'est l'humiliation, oui, pour certains, mais c'est le couronnement d'un processus qui était mal parti. Vous avez un président qui était anti-guerre et qui a battu sa campagne sur le projet de mettre fin à la guerre. Alors que le président Zelensky a soutenu la candidature de Biden. Il s'est même déplacé aux États-Unis pour cela. Et des États européens qui sont dans une logique de continuité de la guerre. Donc, vous avez aujourd'hui un président américain, je dirais, qui est dans une logique isolationniste, qui ne marche plus en harmonie, comme c'était sous Biden, avec le continent européen dans le dossier ukrainien, et donc qui divise la coalition occidentale, l'OTAN. Ensuite, un président Zelensky qui est mis devant un fait accompli. Aujourd'hui, un quart de son territoire national est occupé par la Russie. Le président américain lui met sous la table un accord économique qui lui fera céder une partie de la souveraineté sur des minéraux, de la partie qu'il détient encore. Certainement également de cession des terres riches et des terres rares. Et tout ça sans une garantie de paix. C'est-à-dire la garantie d'accéder à l'OTAN, ou la garantie d'avoir une garantie sécuritaire des États-Unis. Dans ces conditions-là, il y avait suffisamment d'ingrédients pour qu'il y ait des tensions entre les parties. Deuxièmement, c'est que l'approche de communication du président Zelensky n'était pas non plus de nature à encourager un climat serein. Si vous suivez les vidéos d'échange, dans certaines vidéos, on a même dit qu'il aurait insulté le vice-président américain en russe. Mais il y avait une forme de volonté de mettre devant les caméras en difficulté également l'administration américaine, notamment autour des photos sur des prisonniers russes. Et donc il y avait une communication très mal huilée, une stratégie de communication qui n'était pas bonne. Donald Trump a toujours fonctionné sur menaces, intimidation, ultimatum. C'est une approche de négociation agressive. Et donc, quand vous prenez les approches de communication des différentes parties, ça ne pouvait conduire qu'à ce genre de gestes-là. Et puis peut-être la maladresse qui a agacé le président américain, c'est lorsque Zelensky a parlé que l'océan n'allait pas vous protéger contre les attaques des Russes. Et ça a été peut-être la pique des trop qui a suscité même la colère du président. Ce n'est pas vous qui doit nous dicter ce qu'on va faire. Effectivement. Ce qui va nous arriver. Effectivement. Donc il y a ces ensembles d'éléments-là qui peut expliquer, pas justifier, mais expliquer le problème. Mais ce qui est plus important, c'est l'approche de la fin de la guerre. Parce que Donald Trump s'est inscrit dans une logique de fin de guerre. Mais, une négociation de la paix. Oui, fin de guerre. Fin de guerre avec probablement une cession des terres du côté russe, donc la Russie gagnerait. Un accord économique très favorable aux États-Unis. Et les Ukrainiens, après pratiquement 2 ans et demi de guerre, se retrouvent sans gain, au sens politique du terme et militaire du terme. La stratégie américaine, depuis maintenant presque 10 ans, c'est de se focaliser sur le sud-est, c'est-à-dire la Chine. L'adversaire stratégique des États-Unis, ce n'est pas la Russie, c'est la Chine. La guerre de l'Ukraine aurait servi simplement à affaiblir la Russie militairement
pour se permettre aux États-Unis de se concentrer sur la Chine. Malheureusement, cette stratégie n'a pas marché, a par contre renforcé le rapprochement de la Russie et de la Chine. Et donc la stratégie de Trump aujourd'hui, c'est d'essayer de parler avec la Russie, de réduire cette zone de tension et de rester concentré sur l'adversaire stratégique majeur qu'est la Chine. Et ne pas se disperser en gérant une guerre qui va solliciter des ressources dans un contexte où l'Amérique elle-même est en recherche des ressources et ne pas avoir deux fronts. L'Amérique n'a jamais voulu avoir deux fronts. Il faut avoir un seul front, un seul ennemi, et donc il faut taire le front russe et se concentrer sur le front chinois. Donc voilà un peu globalement la situation aujourd'hui. Merci, Monsieur Christian, mesdames et messieurs. Vous avez eu le temps de comprendre la question avec l'analyste politique. Vous êtes le président du politologue congolais ici. Essayez de briefer un tout petit peu sur votre organisation. Chez nous, on dit coordonnateur national. Je suis coordonnateur national de la DIPOL, qui est la dynamique des politologues de la RDC. C'est une structure qui a été créée depuis le 30 juin 2012 et qui réunit tous les politologues congolais. Nous sommes présents dans 22 de 26 provinces, et avec un réseau de plus de 1000 politologues. Nous travaillons à la promotion de la science politique, à la promotion de la gouvernance par les idées des sciences politiques, mais également nous travaillons à construire un réseau d'intelligence qui soit le premier think tank en matière politologique au Congo. Donc voilà un peu. Nous sommes un think tank, nous sommes un cercle de réflexion. Soutenu, ça dépend de ce que vous mettez dans soutenu. Jusqu'à aujourd'hui, nous fonctionnons avec nos propres ressources. Nous avons apporté nos contributions plus d'une fois auprès des décideurs publics, tant en termes de lettres ouvertes ou en termes d'ateliers sur les questions du pays. Nous le faisons également ici dans les médias. Nous avons été formés aux frais de la République, parce que moi j'ai fait l'université publique, pour apporter notre intelligence à la réflexion stratégique. C'est ça notre contribution. Après, bon, si l'État congolais pensait qu'il faut apporter un soutien au centre des recherches, puisque nous sommes un groupe de réflexion, pourquoi pas? Monsieur Christian, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, merci parce que vous avez eu le temps de suivre pour ces premiers nouveaux numéros Propotique sur Top 243 News. Le privilège était de décrypter ensemble avec Monsieur Christian Moleka autour de la dernière rencontre de quelques heures entre le président Joël Lorenzo et Félix Tshisekedi autour d'un rapprochement probable dans un avenir proche pour échanger un peu, cesser un peu cette hémorragie dans la partie est occupée par l'armée rwandaise sous ces supplétifs du M23 qui sévit pendant des décennies. Cette fois, on espère que le président Tshisekedi n'a pas fait les retours à 360 degrés comme M. Christian Moleka vient de le dire. On verra la suite de cette affaire, c'est Wait and See sur Top 243 News et top243news.com. À très bientôt. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.